Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Minkela. Bonjour Alexis, Salut Salim. tu vas bien? Écoute, ça va très bien et toi? Bah, ça va super bien. Je suis super content de te recevoir. Alexis, tu es l'auteur du livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, parce que ouais, être freelance, c'est vraiment une sacrée aventure. On va en parler aujourd'hui. J'ai lu ton bouquin, j'ai adoré. Alors Alexis, si vous ne le connaissez pas encore, abonnez-vous à son podcast, suivez-le. Son podcast, c'est Tribu Indé. Il a fait des centaines de milliers d'écoutes. Son concept à lui, il est génial. Il rencontre les freelances comme vous, comme moi, les gens qui sont seuls, qui bossent dans leur coin, qui sont spécialistes dans leur domaine, et ils vous donnent, notamment dans le bouquin, ils vous donnent toutes les techniques pour développer votre business. Et le podcast Tribu Indé, c'est des rencontres avec des freelances qui cartonnent chacun dans leur domaine et qui vous donnent toutes les techniques pour réussir. Comment créer, comment vous améliorer, comment avoir plus de productivité, comment trouver vos premiers clients, comment les garder, comment mieux vous vendre. En gros, c'est ça, quoi. C'est toutes les problématiques que rencontrent les freelances. Écoute, tu as fait une très belle intro, c'est exactement, l'objectif et l'enjeu du podcast Tribu Indé, ouais. Bah ouais, non, non, c'est vraiment canon. Moi, j'en ai écouté un récemment. Là, c'était un épisode un peu spécial parce que Alexis, forcément, il vous aide aussi à créer du contenu captivant. Et là, le contenu, il était différent d'habitude. C'était pas une longue interview. C'était 1 minute avec, à chaque fois, c'est le conseil indispensable, le conseil intemporel de beaucoup de freelances. Je sais plus ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de marcher, tu vois. Je suis parti de chez moi. Je suis allé jusqu'à la Seine, j'en avais pour 25 minutes, une demi-heure à pied, je crois, je ne sais plus à quel rendez-vous j'allais. Et j'écoutais du coup tous les conseils. Je disais, ah, trop bien, trop bien. Mais j'étais en train de marcher, je ne pouvais pas prendre de notes, tu vois. Et limite, ça m'a frustré. J'étais là, vas-y, écoute ça plus tard. Non, comment tu fais tes rencontres? Est-ce que tu peux nous parler? Allez, est-ce que tu peux nous parler du podcast Tribu Indé? Comment tu t'es lancé là-dedans? Écoute, c'est arrivé, le podcast, il a 2 ans. Je l'ai lancé en mars-avril 2019 et ce qu'il faut savoir pour remettre juste un peu de contexte, moi, j'ai mes 1res missions en freelance, mes premières factures, je les ai faites et je les ai éditées. On était en 2017, j'étais encore étudiant en école de commerce et c'est à la suite d'un stage où en fait, je continue, il me reste quelques mois de cours et donc je continue de bosser avec cette boîte-là qui me dit: «Bah, on a envie de continuer avec toi, ça s'est bien passé. Est-ce que tu es OK pour te mettre en freelance?» Donc en fait, moi, c'est pas un truc de vision où je me dis: «Un jour, je serai entrepreneur, je serai freelance, j'aurai mon propre business» et cetera. Pas du tout. C'est arrivé d'un truc où, je l'ai pas trop calculé. On me propose de continuer, je continue. Et du coup, en gros, de 2017 jusqu'à fin 2018, heu, je j'ai pas cet objectif, encore une fois, d'être entrepreneur. Je rentre dans une boîte, en tant que salarié, une plateforme de freelance. Donc tu vois, je reste quand même dans cet écosystème, freelance et cetera. Ouais, bien Mais sûr. il se trouve que à côté de ce job-là, où je suis, content manager, copywriter, je continue de prendre quelques missions en freelance, en side project. Quand je quitte cette boîte-là en décembre 2018, je me lance à temps plein en freelance. Je me donne 3 mois pour globalement récupérer le salaire que j'avais lorsque j'étais salarié et c'est une fois que j'ai atteint ce premier palier que je me suis dit: «OK, si je veux aller un peu plus loin, si je veux accélérer mon apprentissage, en fait, il y a pas tant de ressources que ça, en tout cas en France». Et donc c'est comme ça, tu vois, mars-avril 2019 que je lance le podcast pour me dire: «Bah, va rencontrer des gens. Va rencontrer des gens, fais-toi ton réseau, gagne en crédibilité aussi». C'est le meilleur moyen de en fait, le podcast, c'était la meilleure excuse pour aller, prendre 1 heure, de leur temps à des gens qui, potentiellement, ont pas forcément de temps à m'accorder. Surtout que je sortais un peu de nulle part, quoi. J'avais pas fait grand-chose avant, même si j'avais commencé à écrire pas mal d'articles sur ces dernières années, mais c'était un truc assez niché, et c'est un peu comme ça que ça a démarré. À la base, ça devait être 10 épisodes. Je m'étais dit: «C'est un projet, c'est un mini projet que je fais, 10 épisodes, on en reviendra, on en reparlera peut-être, mais moi je fonctionne en plan 90 jours». Et donc en fait, ça faisait 10 épisodes, 10 semaines et Ok. puis 1 semaine d'intro, 1 semaine de conclusion. On avait un projet sur 12 semaines et voilà comment j'ai commencé le podcast. Et en fait, je me suis pris au jeu, j'ai eu beaucoup de retours. Je pense qu'il y a eu une opportunité, il y avait un besoin aussi d'autres indépendants qui en fait étaient, bah, comme moi, à la recherche de témoignages, sans bullshit, sans storytelling, sans te vendre un truc, une vie de rêve, alors qu'en vrai la réalité c'est que c'est pas tout le temps ça en freelance. Salut, je bosse à côté de ma piscine. C'est trop merveilleux. Regarde, si toi aussi tu veux gagner des millions,
C'est fou, Et en plus, c'est fou. ça ne marche pas. Pour l'avoir testé, c'est impossible. Avec le soleil, on ne peut pas bosser au bord d'une piscine, c'est impossible. Donc, tout ce qu'on vous raconte dans les pubs YouTube, ce n'est pas possible. Et bref, et du coup, je continue ce podcast-là. Et effectivement, tu vois, là aujourd'hui, c'est un podcast qui fait plusieurs centaines de milliers d'écoutes. C'est un podcast que je gère encore tout seul. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'équipe derrière. Donc voilà un peu le parcours accéléré de ce podcast-là. Et puis, au fur et à mesure, moi, tous les 3-6 mois, j'aime bien rajouter une brique à l'écosystème Tribu Indé. Il y a eu le podcast, ensuite, il y a eu la newsletter qui est arrivée. Et puis, il y a eu quand même le gros bébé en 2020, qui est quand même une grosse Tadam! brique. Le bouquin, viens, on parle de ça, parce que ça, c'est fou quand Let's même. go. Donc, un bouquin, là, tu vois, tu dis 2020, donc ouais, tu l'as écrit en 2020. Il y a une anecdote, je vous en parle après quand même, qui est assez marrante, mais il y a deux exemples qu'Alexis donne, que je donne aussi dans mon bouquin. Genre, rien à voir, on ne se connaît pas, on se rencontre pour la première fois et les exemples, ce sont les mêmes. Et ça, il y a quelque chose d'ultra intéressant en termes de curiosité. Première question, Alexis, pourquoi écrire un livre en 2021? Pourquoi est-ce qu'on sort un livre en 2021? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est tellement long, tu viens de le dire, un gros bébé. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est une très très bonne question que, pour être honnête avec toi, je me suis posée aussi avant et surtout pendant l'écriture, pendant le projet. Parce qu'effectivement, sur ce livre-là, j'ai passé à peu près 500 heures. Entre la réflexion, l'écriture, la relecture, la promotion. Bref, moi j'ai travaillé avec un groupe de bêta-lecteurs aussi sur le livre, une vingtaine, trentaine de personnes avec qui j'ai échangé pendant presque un an. Tout ça, c'est 500 heures. Donc effectivement, que tu passes 500 heures sur un projet, c'est quand même bien de se demander en amont pourquoi est-ce que tu fais ça. Il y a plein de raisons qui font que j'ai décidé d'écrire ce livre. Il y a un truc qui est assez fort et que je garde toujours en tête, c'est de me dire comment est-ce que chacun de mes projets peut apporter quelque chose de différent à l'écosystème, au marché, et comment est-ce que je peux prendre à contre-pied tous les contenus qui peuvent exister par ailleurs. Exemple concret, le podcast. Podcast de freelance, exclusivement de freelance. Je ne vais pas interviewer des start-upers, je ne vais pas interviewer des gens qui ont des grosses boîtes du CAC. Je vais vraiment interroger des solopreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de podcasts business, mais il n'y a aucun podcast freelance, purement freelance. Ouais, Et bien ben pour sûr. le livre, c'est pareil. En fait, si tu fais une recherche sur Amazon et que tu tapes freelance, il n'y a aucun livre ou très très peu de livres sur le freelancing d'un point de vue business. Il y aura plein de livres sur les choix des statuts, l'administratif, etc. Mais sur les piliers, les fondamentaux business, il n'y a pas de bouquin. Et en plus, il y en a très, très peu aussi aux États-Unis. Mais en français, il n'y en avait pas. Donc là, je me dis, tiens, il y a une opportunité de me positionner sur quelque chose où personne n'a été encore, pour imprimer aussi, pour marquer en fait tous les idées, tous les concepts que j'ai développés dans le podcast, ailleurs, et puis plein de choses. 80% du livre, voire 90%, c'est des choses que j'ai jamais racontées ailleurs. Donc là, c'était l'occasion de mettre ça sur pied. Et l'avantage aussi, c'est que tu as une énorme barrière à l'entrée. Sur un bouquin comme ça, tu le sais aussi bien que moi, en fait, écrire un livre, c'est pas aussi simple que ça. On voit forcément que les auteurs qui ont écrit des livres, mais on voit pas tous les gens qui ont galéré ou qui ont échoué ou qui le sortent en fait 3-4 ans après. Ce qui fait que en fait, tu crées une barrière à l'entrée où c'est difficilement copiable. Aujourd'hui, tu vois, écrire un livre freelance, ça va prendre au minimum un an et demi. Et ça, c'est autant de temps que moi, j'ai pu avoir pour asseoir cette crédibilité, ce livre-là. Et puis, il y avait un enjeu de légitimité encore plus. Je sais qu'on va parler un peu du syndrome de l'imposteur, mais ça a été un moyen de remarquer à la fois mon positionnement sur l'écosystème freelance et puis d'asseoir un peu plus Tribu Indé, la légitimité, la qualité du contenu que je peux avoir, etc. Voilà un peu les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et puis, il y a une question d'opportunité, encore une fois. Je Bien pense que c'est sûr. bien de le rappeler aussi. Il n'y a pas que des choses où on se dit on va le faire et on le fait. Il y a aussi une question d'opportunité. Comme À un moment, le un moment où je me éditeur suis lancé en arrive, ouais. freelance, exactement. Là, l'éditeur Erol, qui est notre éditeur commun, ça faisait des années qu'ils essayaient de trouver quelqu'un pour écrire un livre sur le freelancing. Et il se trouve que ça a matché grâce au contenu que j'avais créé avant. Et donc, on a signé. J'avais d'abord refusé d'ailleurs. Mais Je leur ai non, dit, c'est pas le sérieux? moment. Ouais, 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 C'est ouais. pas le moment, j'ai pas le temps, je suis sur autre chose. Ouais, 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 j'avais refusé. Et puis, quand un éditeur revient 2, 3 fois, bon, tu te dis, là, l'opportunité, tu l'auras peut-être pas 2 fois. Euh, let's go, quoi. Vas-y. Et donc, voilà un Ouais. peu comment j'ai écrit ce livre-là en 2020. D'accord, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, alors, pour à peine compléter cette réponse à la question pourquoi écrire un livre, si vous regardez, vous êtes freelance et vous vous dites, mais c'est vrai ça, il faut que j'écrive un livre parce que peut-être je vais devenir riche et il va devenir un best-seller.
Non, ceci n'est pas une très bonne idée. Un livre ne vous fait pas devenir riche. Vous ne serez pas riche à la fin de ça. Vous serez riche d'une nouvelle aventure, oui. Mais non, les droits d'auteur, ça ne nous rend pas riches. Moi, j'ai bien aimé, en parlant de richesse, les petites piécettes, tu vois, les petites piécettes sur la couverture. Est-ce que tu peux nous parler juste du choix de cette couverture? Parce que moi, quand je vois Ouais, ça, tu vois, quand je vois la couverture, attends, je la rapproche un peu. Moi, je vois Pac-Man là-dessus, tu vois. ouais. Je suis né dans les années 80, donc parmi les premiers jeux auxquels j'ai joué, je vois Pac-Man. Et alors, ce qui est très cool, c'est que bien évidemment, il y a les pièces, il y a les petites pièces, il y a le cœur, intéressant, ultra intéressant, petit symbole du cœur. Attention, il y a la bombe ici, genre ça sent le piège. Et à l'arrivée, on voit un peu, ouais, le trophée, la victoire. Comment, pourquoi ce choix d'univers graphique? Ouais, c'est intéressant que tu me poses la question. Il y a un truc dans le business où je me rends compte de plus en plus, et j'en fais partie, et enfin, je cautionne ça. Je fais partie de cet univers-là. Parfois, c'est un peu trop sérieux. Euh, je veux dire, on parle de business, on parle d'argent, on parle de Bien clients, on sûr. parle. C'est des On parle sujets de sérieux, survie. Eh effectivement. ouais, on parle de survie là. Voilà. On fait pas, et moi je l'assume, je fais pas du divertissement. Les gens se marrent pas forcément, et moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement drôle, donc les gens vont pas se marrer en écoutant mon podcast ou en lisant ma newsletter. Et donc je voulais prendre un contre-pied aussi, parce que beaucoup de listes business se prennent souvent au sérieux, euh, sur des sujets sérieux. Et donc là je voulais prendre le contre-pied, d'avoir une couverture qui est différenciante et qui me permette d'attirer l'œil. Tu vois, une couverture comme ça pour un livre business, tu te dis, il y a un truc, je vais au moins le prendre en main. Et puis, il y a aussi un petit kiff perso. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'en parle pas souvent. Là, c'était aussi un petit plaisir perso de me dire, sur mon livre, j'ai envie de jouer là-dessus. Et j'ai envie d'en fait, moi, je prends vraiment, tu vois, l'aventure freelance, même ma propre aventure, parce que je suis aussi freelance aujourd'hui. Je le prends vraiment comme un jeu, comme une succession d'étapes, de niveaux, de boss que tu dois affronter, sur lequel tu vas devoir t'équiper aussi. Et donc, en fait, moi, j'aime bien voir le business comme aussi une forme de jeu. Alors, bien sûr, il y a une notion d'argent, il faut gagner sa vie, c'est bien. Mais je trouve ça cool aussi, et c'est pour ça que c'est une des sous-phrases du livre, épanouissez-vous. En fait, kiffez. Et parfois, on oublie ça, tu vois. On se lance pour des raisons qui sont propres à nous, et on s'oublie un petit peu au cours de l'aventure. Et donc, je voulais rajouter ce côté un peu gamifié, ce côté un peu fun qu'on peut avoir sur un livre qui va parler de freelance, d'argent, de business, de trouver des clients. Voilà un peu le contre-pied que j'ai voulu avoir, d'avoir quelque chose de très ludique. Et d'ailleurs, si tu regardes toutes les couvertures, à la fois chez notre éditeur et puis chez d'autres, il y a très très peu de couvertures qui sont un peu ludiques comme ce que j'ai pu faire. Ah, bien sûr, mais je revendique le fait d'avoir une couverture complètement chiante. Tu vois, le guide du copywriting, j'ai voulu un truc pas drôle. C'est ultra, ultra carré. Il y a juste Mais un c'est un clavier positionnement, hein. avec un symbole. Ouais, parce que c'est vrai que je me dis, vas-y, viens. Le jour où je fais du stand-up, je fais du stand-up. Où j'ai envie de me marrer, j'y vais vraiment à fond. Mais là, c'est pas le moment. Tu parlais un instant, truc intéressant, positionnement. Moi, j'aime bien la promesse en dessous. Construire son offre, mieux vendre et s'épanouir au quotidien. S'épanouir au quotidien. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est générationnel? Est-ce qu'il y a 20 ans, on l'aurait marqué ça sur une couverture? Alors, Est-ce que je c'est pense important que pour toi? En fait, est-ce que c'est important pour toi, ouais, la notion s'épanouir au quotidien dans ce que tu fais? pour moi aujourd'hui, elle est essentielle, et c'est pour ça que, tu vois, j'ai quitté mon job. C'est pour ça que j'ai pas décidé de repartir dans un autre job, parce qu'il y avait cette notion où moi, je me sentais un peu enfermé dans le système salarial. Ça ne veut pas dire que c'est un système qu'il faut jeter à la poubelle. Moi, enfin, je pense qu'on oppose beaucoup trop les entrepreneurs, les freelances et puis les salariés, entre ancien monde, nouveau monde. Je pense que il n'est pas là le combat. Le combat, tu peux très très bien t'épanouir. Moi, ma copine, elle est salariée et elle adore son job. Donc, tu peux très très bien t'épanouir dans le salariat. En revanche, je pense que c'est important. La question, c'est pas je vais être épanoui en étant entrepreneur, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'épanouir dans un job quel qu'il soit. Il prendra la forme qu'il veut. Après, tu vois, cette question de euh, retrouver du sens, t'épanouir, je pense qu'en vrai, on en fait toute une caisse, mais c'était déjà le cas il y a 50 ans. Sauf que c'était moins visible, on pouvait moins en parler, il n'y avait pas les réseaux sociaux, personne ne pouvait prendre vraiment la parole. Aujourd'hui, c'est un truc de plus en plus montré, et en fait, un effet de groupe. Plus les gens en parlent, plus on a envie d'en parler. Mais enfin, tu vois, je veux dire, mes parents aussi avaient ces questionnements-là de est-ce que je suis content dans mon job. Tu vois, je veux dire, tout le monde ne restait pas non plus toute leur vie dans leur job. Il y en avait qui changeaient. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple aussi, même avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise sanitaire.
Je trouve qu'il y a plus d'opportunités et c'est un peu plus simple de prédire ce que tu vas pouvoir faire parce qu'il y a plus d'informations disponibles que lorsque tu étais dans les années 80 où bah ouais, c'était quand même compliqué. L'entrepreneuriat, c'était pas ça. Il y avait beaucoup plus de freins à l'entrée. Ouais, 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 clairement. Mais bon, autre univers, tu vois, quand moi je réfléchis à mes parents et peut-être même encore mes grands-parents, je me dis, ouais, non, bonheur au travail, tu vois, non, vas-y. Le travail, c'est Ouais, le mais travail. On est mmh, là pour payer la maison, on est là pour payer mmh, l'emprunt, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas été élevé dans cette culture d'épanouissement au travail, tu vois. Même mmh. encore aujourd'hui, mon meilleur ami, quand on discute ensemble, il me dit, de toute façon, on est tous la pute de quelqu'un au travail, tu vois. Donc lui, il accepte de souffrir au travail, mais pour un gros salaire, il est très content parce que ça lui permet d'obtenir tout le reste. Mais enfin, quand je dis il est très content, non, justement, il accepte de pas être super heureux au travail. Et c'est pour ça que cette notion, tu vois, cette triple promesse, donc construire son offre, mieux vendre et s'épanouir au quotidien, je la trouvais vraiment, vraiment, vraiment super forte. Comment ça s'est passé, toi? On parle d'épanouissement. Comment ça s'est passé, l'écriture du livre? Est-ce que c'était un moment épanouissant, ces 500 heures? Écoute, franchement, avec le recul, maintenant que j'ai un petit peu de recul, sur ce projet, sur la sortie, sur la promo, de manière générale, c'est une aventure qui est incroyable, et que je souhaite à tout le monde, à toutes les personnes en tout cas qui veulent un jour écrire un livre. C'est un truc qui est assez fou. Il y a une enfin, tu as une gratification qui est énorme et qui est difficilement, quand tu parles avec des gens qui n'ont pas forcément écrit de livre, c'est compliqué de leur montrer, la joie et la fierté que tu peux avoir parce qu'il y a il y a une fierté de sortir un livre. Donc globalement, c'est hyper positif. Bien sûr, dans ces 500 heures-là, bah, tu as plein de moments de doute, tu as plein de moments où tu te dis et moi le premier où je me suis dit: «Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour l'écrire? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire maintenant? Est-ce que ce que je suis en train de raconter, c'est vraiment intéressant? Les gens vont le lire? Est-ce que les gens vont l'acheter? Est-ce que je suis pas en train de me planter sur l'angle que je prends, sur la thèse que j'ai envie de défendre dans le livre? Donc bien sûr que tu doutes, mais in fine, une fois que tu l'as sorti, forcément, c'est hyper gratifiant, mais c'est un vrai combat. Si tu veux, c'est presque métaphysique. C'est une aventure dans une aventure. Le livre s'appelle «L'aventure». Mais si tu veux, c'est presque ouais, c'est une aventure dans une aventure, mais c'est extrêmement gratifiant et je trouve que c'est dans les projets les plus difficiles que tu apprends aussi beaucoup plus sur toi et tu prends aussi confiance sur ta capacité à, bah, tacler des projets, sur lesquels jamais j'aurais pensé écrire un bouquin, déjà à 27 ans, en plus sur le freelancing, en moins d'un an, tu vois? Et donc maintenant, tu vois, je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire, je pourrais aller sur d'autres projets encore plus ambitieux parce que voilà, tu vois, petit à petit, à chaque nouveau projet, j'apprends et je dope un peu ma confiance en moi sur ma capacité, à aller me concentrer sur un projet, à rester focalisé, à sortir le meilleur contenu que je juge pour moi, pertinent et cetera. Bien sûr, ouais, ça, tu vois, ça ça vient aussi de l'univers du jeu vidéo, mine de rien, hein. C'est, les points d'XP. Tu vois, vraiment, hein, Ouais, cette exactement. notion de chaque fois Ouais, que ouais, tu bien bats un sûr. boss plus gros, bam, tu prends encore en XP et c'est vrai, c'est un truc qu'on retrouve et là, maintenant, dans les projets que tu vas attaquer, c'est: «OK, c'est bon, il est gros celui-là, mais regarde, j'ai déjà fait ça. Regarde le livre, il y a déjà c'est quoi? C'est 205, ouais, 274, ouais, quasi 283. 283 pages. Donc c'est bon, tu peux les sortir, c'est bon, tu l'as déjà fait, donc j'aime beaucoup ça. Alexis, à la base, tu es copywriter parce que c'est ça, on n'en parle pas, mais c'est ça qui est important. Là, C'est aujourd'hui, vrai. on parle de freelance, on parle de ton livre sur le freelancing, mais surtout, tu es copywriter. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes deux, trois livres qui t'ont vraiment marqué, tes livres préférés sur le copywriting? Parce qu'ici, on est quand même sur les mots magiques, hein, on parle de Mais oui, oui, copywriting. tu fais bien. C'est marrant, les livres qui m'ont le plus marqué, il y a pas le mot copywriting dans les titres des livres. Bien sûr. Je te dirais que un livre classique, qui est intéressant à comprendre, c'est, Écriture de Stephen King, qui est un classique que beaucoup de copywriters recommandent. Il y a un bouquin aussi que je trouve excellent sur la partie, notamment pitch, proposition de valeur, qui s'appelle Pitch Anything de Ryan Claff, qui est très, très bon. En français, Hem, l'art du pitch chez Erol aussi. ah oui, Bravo, bravo. effectivement, Ah, mais je effectivement, suis une montre comme toi, traduit. je lis beaucoup en anglais, je lis rarement en français. Et du coup, ouais, Pitch Anything, je me le suis fait aussi en anglais. Et c'est assez fou en termes d'histoire. Donc en gros, c'est un gars qui va expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut aller pitcher à des investisseurs. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est focalisé investisseurs qu'on peut pas le réutiliser pour nous. Bien Et sûr. donc il y a plein de techniques et il y a surtout plein d'histoires croustillantes sur comment, notamment à la fin, il a réussi à aller lever
des centaines de millions de dollars Pour pour aller construire un l'aéroport. aéroport. Ouais. C'est assez fou. Ouais. Il y a ça, il y a un livre là récemment, le dernier bouquin de Nicolas Cole qui s'appelle The Art of Online Writing in Business. Euh, D'accord. Alors ça, je qui est connais pas du vraiment, tout. qui est vraiment excellent. Nicolas Cole, il s'est fait connaître beaucoup sur Medium, qui est une D'accord, plateforme de ok. blog sur laquelle d'ailleurs j'ai commencé, qui est devenu un des plus gros auteurs sur la plateforme, qui a écrit plusieurs bouquins. Moi, j'avais lu un bouquin de lui qui s'appelle Confessions, Ok. qui explique son addiction un peu aux jeux vidéo, son rapport à son enfance et tout, qui était excellent. Et là, il a écrit un livre sur, en gros, comment est-ce que tu te crées un écosystème de contenu sur Internet. Comment est-ce que tu gagnes en confiance? Comment est-ce que tu apprends de tes lecteurs, de la data? Comment tu vas réutiliser ça? Comment tu trouves des idées de contenu? Comment est-ce que tu améliores tes contenus? C'est ultra pragmatique. C'est un livre qui doit faire 150, 200 pages max, qui est Ok. vraiment excellent. Et en fait, qui, pareil, encore une fois, tu apprends, alors que c'est pas de copywriting directement, c'est de la création de contenu. En fait, tu as plein de trucs que tu peux récupérer sur la partie copie. Et peut-être un dernier livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Obviously Awesome de April Dunford, qui est basé vraiment sur le positionnement. Comment est-ce que tu positionnes une boîte? Alors, c'est souvent des produits SaaS, tech sur Ok. un marché. Mais en fait, encore une fois, il y a plein de trucs. Et en plus, c'est en 10 étapes. Il y a plein de choses que tu peux réutiliser pour toi lorsque tu es copywriter pour aller repositionner des boîtes, par exemple. C'est hyper intéressant là-dessus. Donc, voilà un peu ce que je te donnerais comme bouquin. J'ai pas encore lu le tien, donc je peux pas le recommander. Je le recommande, t'inquiète, je le recommanderai plus tard. On en reparlera. Je l'ai lu, le livre pour vous. Bon, comme d'habitude, hein, quand je tourne les pages partout, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du orange, il y a tout. Moi, j'avais une question à te poser, Alexis, pour rentrer dans le livre vraiment. Un souci qui nous touche tous les freelances, enfin qui nous touche tous, qui touche beaucoup de freelances. Dans le chapitre, tu parles de vous douter de votre niveau d'expérience. On est vraiment dans le quand se lancer, comment se lancer. Tu as cette phrase: encore aujourd'hui, si je me compare à d'autres indépendants ou d'autres marketeurs, je ne me sens pas à la hauteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce syndrome de l'imposteur? Parce que, alors, moi, là, je te regarde et je me dis, jeune homme brillant, tribu 1 des génial podcasts qui cartonnent, livre complètement bien structuré, bien écrit. Comment est-ce qu'il peut douter? Raconte-nous. Déjà, il y a un truc intéressant, c'est que en faisant des recherches un peu sur c'est quoi le syndrome de l'imposteur concrètement, comment ça se manifeste, tu as quasiment 80% des gens qui l'auront au moins une fois sur n'importe quel projet. Encore une fois, que tu sois freelance, entrepreneur, salarié, tu l'auras. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai bingé un nombre d'interviews de grands sportifs, d'entrepreneurs. Je cite Lady Gaga, Serena Williams, Howard Schultz, l'ancien PDG de Starbucks. Et en fait, dans certaines interviews, tu les vois en fait montrer le syndrome de l'imposteur de manière très concrète et très pragmatique. Je pense qu'on l'aura tous. Et en fait, moi, je l'ai encore sur plein de sujets parce que, encore une fois, tu as toujours ce truc de. En fait, le syndrome de l'imposteur, il arrive parce que tu te compares aussi aux autres. Bien Et en fait, tu sûr. te jauges par rapport à d'autres freelances, d'autres copywriters, d'autres auteurs, d'autres podcasters. Et on se Et compare le truc, c'est jamais. On se que compare jamais au moins bon. C'est ça le truc. déjà ça, et puis encore une fois, en fait, tu compares ton intérieur, c'est-à-dire tu compares ce que toi, tu connais extrêmement bien de toi, puisque tu connais tes capacités, ta confiance en toi, ce que tu es capable de faire, avec en fait l'image que d'autres personnes vont renvoyer publiquement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'authenticité sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que oui, on peut être authentique, mais encore une fois, on n'est pas dans une télé-réalité, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Donc forcément, les gens se montrent, même si parfois tu vois un petit peu de aveu de faiblesse, baisse de productivité, etc. Tu vois que des produits finis dont les gens sont généralement assez fiers. Bien Donc en fait, sûr. tu compares quelque chose d'intérieur, quelque chose qui n'est pas forcément fini, sur lequel tu doutes toi, avec quelque chose qui a déjà potentiellement du succès et hyper bien léché, mais tu ne sais pas tout le travail qu'il y a eu derrière, tous les doutes que ces personnes-là ont eu derrière. Et donc, c'est là où tu te crées ton syndrome de l'imposteur. Donc forcément, moi, je l'ai encore. Mais moi, je dis toujours, plutôt que d'essayer de combattre ce syndrome-là, d'aller de l'avant, moi, je suis plutôt dans une perspective de l'accepter et de dire, OK, on est des imposteurs. En fait, on est tous des imposteurs. Moi, j'étais un énorme imposteur d'écrire ce livre-là, mais c'est OK, maintenant il est sorti, j'en suis fier. Et maintenant, je peux en parler, je l'ai fait, etc. Donc, plutôt que de toujours le combat, toujours essayer de le terrer, plutôt de l'accepter, de se dire, OK, je suis un imposteur, et alors, est-ce que ça va m'empêcher d'y aller? Est-ce que ça va m'empêcher de me lancer? Est-ce que ça va m'empêcher de faire ce projet-là que j'ai vraiment envie de faire? Non, en fait, la réalité, c'est que non. Canon.
Vraiment très très bien. Pour parler d'imposteur, alors là, attention, la transition elle est complètement folle. Parlons d'imposteur. Oula, Tim Ferriss, c'est la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, bon, on l'a tous lu un peu, c'est la Bible des freelances, c'est début des années, c'est quoi? C'est 2007, c'est 2010. ouais, c'est C'est un ça, peu ouais. le truc qui Mm. nous a fait rêver à l'époque. Ouais, je vais vivre avec mon sac à dos, je vais partir partout. Mais surtout, je vais bosser 4 heures par semaine. Ma question à toi en tant que copywriter freelance. Et toi, Alexis, tu bosses combien d'heures par semaine? Comment elle s'organise ta semaine? J'aimerais te dire que je bosse 4 heures. Mais d'ailleurs, Tim Ferriss en parlait. Il bosse quasiment, enfin, il bossait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où il écrivait le livre, il bossait quasiment 80 heures par semaine. Donc voilà, encore une fois, on vous montre que C'est de ce la qu'on a envie de promesse, montrer. mais Donc effectivement, bien c'est de sûr. la preuve. Superbe Non, moi, promesse, super titre, mais bon, derrière, il y a des brutes de travail. Il faut jamais oublier ça. exactement. Exactement. Moi, en fait, je différencie deux choses. Je différencie le travail effectif, c'est-à-dire le travail que je passe vraiment à avancer sur mes projets, du travail où je suis devant mon ordinateur, où globalement, je ne suis pas vraiment productif. Moi, ce que je fais, c'est que je traque mon temps avec un outil qui s'appelle Toggle, qui est gratuit. Depuis, ça fait plus de 2 ans maintenant que je fais ça. Et donc, globalement, mes semaines de travail productives, donc effectives, je tourne entre globalement 30 et 40 heures. À ça, il faut que tu rajoutes, ça dépend des semaines, mais entre 10 et 20% de temps derrière mon ordinateur, tu vois. Mais tu vois, je suis pas une. En fait, la réalité, c'est que tu peux jamais. C'est pas vrai. Enfin, tu peux pas bosser 80 heures par semaine en étant ultra productif pendant 80 heures. C'est impossible. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, «Ouais, pendant 100 heures, je suis productif» et c'est pas, quand on voit des Elon Musk ou autres bosser des centaines d'heures, en fait, la plupart de ces heures-là, elles sont passées soit à répondre à des emails, soit à passer en réunion. C'est pas vraiment du travail où je vais me poser devant une feuille blanche ou devant un document et je vais avancer et je vais me poser des vraies questions. Ça, c'est impossible de le faire. Donc voilà, ma semaine, c'est à peu près 30-40 heures de travail vraiment effectif où pendant 30-40 heures, par contre, il y a pas de téléphone, il n'y a pas de notif, il y a pas tout ça. C'est vraiment du travail brut et après, ouais, tu rajoutes 10-20%. Et mes semaines, elles sont souvent, elles sont divisées en blocs de temps. Moi, très classique, hein, j'ai pas de formule magique, mais j'utilise le Maker Manager Schedule de Paul Graham que j'ai réadapté à ma sauce. Ce qui veut dire très simplement, le matin, c'est souvent des tâches créatives, des tâches de maker, c'est-à-dire des choses que je vais créer. Euh, Préparer des épisodes de podcast, préparer la copie des épisodes, écrire la newsletter, préparer le bootcamp que je suis en train de créer, bosser sur mes clients, donc des tâches qui sont très créatives, qui me demandent de l'énergie. Et puis l'après-midi, c'est plutôt, soit c'est fin de journée, c'est beaucoup de calls, c'est répondre à tous les messages, les notifications, ce genre de choses, avoir des sujets un peu, qui me demandent un peu moins d'énergie. Et donc, je split souvent voilà, mes journées entre deux gros blocs de temps, entre deux gros projets par journée. Et voilà un petit peu comment je m'occupe. Tout est inscrit dans mon agenda dans tous les cas. Tout est inscrit, c'est-à-dire que je sais exactement par tranche de 2 heures généralement qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis. Parce que ça, c'était le risque, tu vois, tu te fais des to-do à rallonge. Bien En fait, sûr, tu te rends compte que ta to-do, elle rentre pas dans ton agenda de manière juste concrètement, tu vois, tu c'est peux pas, ça. elle rentre pas par rapport au temps. Donc, moi, j'utilise Notion pour bref, toute ma gestion de projet, etc. Mes to-do sont là-dessus, mais du coup, ce que je fais, c'est que je refais un backup avec mon agenda pour me dire, OK, est-ce que tout rentre bien dans mon agenda chaque semaine? C'est ça. Et on va jusqu'où comme ça? Combien de temps ça prend? Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que euh, là, quand je t'entends, je suis là, mais j'adorerais en ce moment pouvoir être comme ça à nouveau. Là, je le suis plus, tu vois, à cause du Covid, à cause de la naissance de ma petite fille et tout. Il y a beaucoup Ouais. d'imprévus comme ça, et l'imprévu, c'est l'ennemi de la productivité. Quand on veut écrire, quand on est dans la création, c'est ultra dur. Donc voilà, si vous êtes freelance, si vous êtes bloquer du temps. Utilisez vraiment cette méthode. Prenez votre Google Agenda et bloquez des temps de 2 heures, 3 heures en fonction de vos missions. Bloquez ce temps. J'ai envie d'avancer un peu avec toi. Dans le bouquin, je m'étais surligné un petit passage en page 32 quand tu parles de la réputation. Là, on est sur les peurs. Ce qui nous Ouais. fait peur quand on n'a pas envie de se lancer, quand on se demande est-ce que je fais bien de me lancer. Tu as la réputation. À quel point allez-vous mettre en jeu votre réputation? Est-ce que c'est un gros frein pour toi, la réputation? Est-ce que les freelances que tu interviews dans le podcast Tribu Indé, est-ce qu'ils te parlent de ça, de cette peur vraiment de «Ah, qu'est-ce qu'on va dire sur moi?» C'est intéressant, effectivement, dans mes invités, c'est pas tant revenu que ça. Hem,
c'est un truc avec qui j'ai discuté avec d'autres indépendants et surtout, c'est un truc qui m'a touché moi à titre personnel. Hem Et j'en parlais il y a pas plus tard que la semaine dernière avec un ami aussi. Moi, je fais mine de rien quand même assez attention, au regard que peuvent porter les gens et les autres sur mon travail. Ce qui fait que, tu vois, j'ai pas tant, j'ai par exemple jamais reçu un message de hater qui me dit: «En vrai, ce que tu fais, c'est n'importe quoi». Versus d'autres podcasts où en fait je vois les messages, je vois d'autres potes podcasteurs qui reçoivent Bien des sûr. trucs, des pavés et tout. Moi, j'avoue que j'ai la chance, alors j'espère que ça va durer après cette interview, mais j'ai jamais eu de Croise les personne doigts. qui m'a dit, «Ouais, c'est nul, c'est cata», ou tu vois, je me suis fait trasher en commentaire ou ailleurs. Heu, alors je sais pas si c'est du coup c'est un flip et tout, mais je fais assez attention là-dessus parce que je sais que je suis assez sensible à ça au regard des autres. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Mais donc quand je me suis lancé en freelance, ouais, moi je flippais pas mal de me dire: «Si je me plante, genre les gens vont dire: "En vrai, t'es nul, Mais t'es c'est qui les mauvais", gens? C'est qui les gens? Là, je me permets de t'interrompre. c'est, C'est ouais, qui bien les sûr. gens? Parce que je sais que tu sors d'une école de commerce comme moi. Ouais. C'est qui les gens? C'est, ton entourage proche, tes parents, ta famille, alors qu'eux le pensent pas, tu vois? Pour en avoir discuté avec mes parents, ils sont pas du tout là-dedans, eux, au contraire, m'ont poussé à lancer des projets, donc c'est un truc vraiment intérieur. Je me suis dit: «Bah, mes potes vont me juger, les anciens de ma promo, qui vont voir ça, bah, ils vont avoir leurs petits commentaires», alors qu'en réalité, en fait, les gens s'en foutent. Ouais, les gens s'en foutent. Premièrement, Les gens ça vraiment, il faut le c'est retenir. Vraiment, les oui. gens s'en foutent de vous, s'en foutent de votre projet. Au moment où vous lancez, vous êtes comme un fou. Ouais, j'ai sorti ça. Les gens s'en foutent. Sachez-le. C'est ultra. Merci Alexis de rappeler ça. Mais oui, et d'ailleurs, ça vaut pour n'importe quoi. On crée un article sur LinkedIn ou on fait un post, heu, les gens s'en fichent. C'est-à-dire que si ça marche pas, les gens s'en fichent, ils passeront à côté. Donc La il y a honte, ce t'as truc-là eu où que en fait, 11 likes. La honte. les gens en vrai, s'en fichent. Donc il y avait ce truc-là, et surtout, en fait, si tu te plantes, les gens vont oublier. Les gens ne vont pas t'en tenir rigueur. Et d'ailleurs, exemple très concret, quelqu'un qui plante sa boîte en tant qu'entrepreneur, tu peux le voir comme un échec. Le gars ou la nana plante sa boîte, la boîte fait faillite. Ce qui se passe après, et je le sais parce que j'ai des potes qui ont planté des boîtes, derrière, d'autres boîtes les contactent en disant: «Est-ce que tu veux reprendre la direction commerciale, reprendre tout le la partie opération de la boîte, prendre un salaire maximum?» alors qu'en fait, en théorie, tu te dis: «Mais le gars a planté sa boîte, il va nous planter notre boîte si on le recrute», et donc encore une fois, tu vois, les gens te tiennent pas rigueur de tes échecs, bien au contraire, ça montre aussi que, bah, tu as été un peu skin in the game, quoi. Tu as été dans l'action, tu t'es donné au maximum, ça a raté, ça ratera peut-être demain, mais c'est pas grave, tu vois? Tu as appris des trucs. Et ça, en fait, bah, moi, je l'avais moins au démarrage, je le comprends mieux maintenant. Mais ouais, ça, c'est un truc, tu vois? Le regard des autres, ce côté réputation, en fait, ouais, c'est un peu flippant au démarrage, alors qu'en fait, il se passe rien de grave. Si tu le rates, et bah, moi, je m'étais dit, en fait, je m'étais donné un an. Je m'étais donné un an, pour déjà atteindre C'est les ambitieux, hein. ouais. 1 an, c'est ultra ambitieux quand tu vois par rapport à la moyenne, tu vois, des chiffres français où on te dit, une boîte, elle passe les 1 an, les 3 ans, les 5 ans. OK, donc en objectif vraiment très court terme. Et en fait, en freelance, et c'est pour ça que, moi, je différencie vraiment les entrepreneurs qui montent des boîtes avec des équipes de freelance. Parce que c'est pas du tout le même business model, Bien c'est pas les sûr. mêmes enjeux, c'est pas la même manière. Donc en fait, un an, en théorie, en un an, heu, tu as moyen déjà de savoir si, un, le mode de travail freelance te correspond, parce que ça correspond pas à tout le monde. 2, si tu arrives déjà à avoir un début de traction, soit tu gagnes déjà bien ta vie en un an, soit, bah, tu commences parce que parfois c'est plus long que d'autres, selon, les marchés, les compétences. Un an, je trouvais que c'était suffisamment de temps pour tester, et suffisamment de temps aussi pour ne pas regretter de ne pas être allé au bout, tu vois? En un an, en théorie, tu peux déjà te dire si je suis sur la bonne voie ou pas, si je continue de me développer ou alors si, je change de scénario. Versus te mettre dans un truc pendant, 2-3 ans, avec le chômage et cetera, où en fait tu stagnes, tu sais pas trop. Je trouvais qu'un an, que c'était bien. Et en fait, je m'étais dit: «Au pire, dans un an, qu'est-ce que je fais?» Si j'ai pas réussi, bah, et que ça me plaît quand même, je retrouve un job et puis je retente dans 2-3 ans, tu vois? C'est pas grave. Je veux dire, on a, 40 ans de carrière, c'est pas une année en plus qui va changer quoi que ce soit, en vrai. Ouais. Ouais, non, non, ultra, ultra bon état d'esprit. Donc ouais, tout à l'heure, tu nous disais 3 mois pour regagner le même niveau de salaire et là, 1 an pour que
pour que ça décolle vraiment. J'avance un peu dans le livre, Alexis. Toujours, on avance, on avance. Il y a un exercice que j'ai bien aimé. Donc là, on est vraiment sur le côté un peu épanouissement personnel. Les 3 Mmh. dimensions indispensables pour construire sa vision. Ça, c'est un exercice pour vous en tant que freelance. Et tu expliques vraiment les dimensions essentielles, 3 ingrédients afin de construire votre vision. Un, vos possessions, le verbe avoir. 2, vos actions, le verbe faire. Et 3, votre comportement, le verbe être. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui tes réponses à toi sur le avoir? Qu'est-ce que être copywriter, être freelance, qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que tu te mets en tête? Qu'est-ce que tu visualises pour toi? La réussite, en gros, c'est vraiment un exercice sur la réussite, là, sur cette page-là. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous? Comment vous vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez avoir, faire et être? Tes réponses à toi, c'est quoi? Là, c'est très personnel, hein, c'est une vision très personnelle. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que sur les possessions, par exemple, je prends l'exemple de mémoire, d'avoir une Aston Martin, DB11 comme James Bond. Alors j'aime bien les voitures, c'est moins dans mes objectifs. Sur la partie possession, c'est vraiment des choses un peu palpables, sur lesquelles tu peux te projeter, à court, moyen ou long terme. Moi, j'ai assez peu de possessions aujourd'hui, si ce n'est des centaines de bouquins, mais c'est globalement et puis un peu de matériel, c'est globalement ce que j'ai. Mais tu vois, à terme, moi, c'est un truc que je garde toujours en tête. Il y a plein de trucs que j'aimerais avoir, mais tu vois, dans 10, 15 ans, moi, j'adorerais avoir une sorte de librairie, café, conférence, un lieu un peu où tu vois, qui allie plein de sujets d'intérêt que j'aime. Donc ça, tu vois, c'est une possession que j'aimerais avoir, de me dire: «J'ai la capacité financière, de pouvoir, typiquement avoir un lieu, physique dans lequel, il peut se passer plein de choses, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de rencontre». Moi, j'aimerais bien avoir, heu, tu vois, 2 localisations, une en France et puis une, potentiellement à l'étranger. Et idéalement, tu vois, dans un coin un peu, alors soit en France, soit à l'étranger, mais dans un coin un peu reculé, dans une belle maison un peu californienne, au bord d'un lac. Ça, c'est un peu le délire, même si je suis pas du tout bricoleur, donc je sais pas comment je m'en sortirais. Mais ça, tu vois, c'est un peu la partie, vraiment possession physique. C'est un truc qui est très long terme, ça fait partie de la vision. Je travaille pas directement aujourd'hui pour atteindre ça, mais c'est des Bien trucs où sûr. je me dis: «C'est intéressant d'avoir ça en tête». Ça me permet d'aller voir plus loin. Moi, la vision que j'ai, c'est que, là, tu vois, avec Tribu Indé, il y a du podcast, il y a de la newsletter, il y a un livre. Là, je prépare un bootcamp, donc c'est plutôt des sujets de formation. C'est pas un truc sur lequel j'ai envie de passer, 20 ans. J'ai envie d'avoir différentes briques et d'évoluer aussi, Bien et sûr. de sortir potentiellement un jour aussi des sujets, plutôt, tu vois, infoprenariat, entrepreneur et d'avoir presque des sujets aussi technologiques. Donc, tu vois, en termes de moi, j'adorerais avoir une équipe, demain, sur Tribu Indé, dans laquelle on bosse ensemble et qu'on fait en sorte que Tribu Indé devienne une entreprise, presque parfois peut-être technologique, tu vois? On n'en sait rien. Dans 10 ans, moi, j'ai plein d'idées de trucs qu'on pourrait faire, pour les indés dans ce marché-là. Tu vois? C'est ça, par exemple, tu vois? C'est plutôt, on est presque sur le être plus que sur C'est ça, c'est ce que le j'allais sur dire là. Alors, on sur n'est le plus le trop mot dans avoir. l'avoir, on est même dans le faire un Ouais, peu déjà. On est même même le dans faire, le ouais. Ouais, bien le sûr. faire. Ouais, ouais, non, mais très, très, très. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je le rappelle, hein, moi j'ai 37 ans, tu en as 27. C'est très chouette d'avoir déjà cette vision. Et par rapport à ce que tu dis, le bricolage, bon, tu as l'air d'être un peu de la même génération que moi, c'est-à-dire on est bon avec un clavier et un peu de matos électronique. Je suis dans une maison là, le bricolage, c'est horrible. Heureusement, il y a un mec qui a inventé Allo voisin. Ça marche C'est bien. vrai. Ah, il y a des gens qui sont très très bons. Il faut prendre les bons entrepreneurs. Euh, Pardon, je continue parce que en fait, j'ai souligné tellement, tellement de points que cette interview, elle pourrait faire 1000 heures. Et je vais te demander, est-ce que tu pourrais détailler un peu ta phrase en page 97? Tu as cette phrase où tu écris: je fais partie de ceux qui pensent que les freelances ne sont pas des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous donner C'est un peu toujours ouais, forcément, tu vois, j'ai extrait une phrase sortie de son contexte. Le chapitre s'appelle: pourquoi ne faut-il pas calquer les stratégies des entrepreneurs? je souris parce que pour être honnête, c'est une phrase, on m'a questionné un nombre incalculable de fois sur ce sujet-là parce que c'est marrant, c'est un sujet qui, je sais pas si c'est un sujet qui dérange, mais qui interpelle. Non, ça veut dire que ta Hem, phrase, elle est bonne. Ça veut dire que ta question, elle est ultra pertinente et qu'on s'est tous posé cette question en tant que freelance. C'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure, tu vois, quand tu dis, ouais, on est tous là à regarder des interviews de Elon Musk et tout. Ok, mais donc, entrepreneur et freelance, pour toi, c'est pas pareil.
C'est pas pareil et encore une fois, on s'appelle comme on veut, freelance, indépendant, entrepreneur. C'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre de manière opérationnelle au quotidien pourquoi est-ce que c'est différent. En fait, déjà, rien que l'objectif en tant que tel, il est différent. Un entrepreneur, globalement, si on simplifie au max, son but, c'est de construire un produit ou un service, de recruter des gens pour accélérer, pour faire plus sans que ça nous coûte plus cher, pour scaler globalement. Et globalement, un jour, t'extraire du business et avoir une entreprise qui tourne plus ou moins tout seul avec des équipes, avec des divisions, des produits, bref, tout l'écosystème d'une entreprise. Ça, c'est l'objectif, de devenir de plus en plus gros globalement. Le freelance, c'est pas du tout le même objectif. Ou alors, ça peut être une étape de transition, mais un freelance ne peut pas vraiment avoir cet objectif-là au démarrage, puisque par définition, on est indépendant, on est seul dans notre business, en tout cas au démarrage. Et donc, nos clients viennent d'abord pour nos compétences à nous en tant que personne, notre personnalité, la perception qu'ont les gens de nous, nos références clients. Euh, Tu vois, si quelqu'un demain vient me voir en me disant j'ai envie de bosser avec toi, et je lui dis ouais, pas de problème, il y a Marine qui va bosser sur la mission. Tu vois, C'est pas pareil. Ça c'est pas passera ça, pas c'est bien. pas Ouais. ça le business. Les freelances, enfin les clients, pardon, viennent pas chercher ça. Donc déjà de base, l'objectif n'est pas le même. Et donc quand tu n'as pas l'objectif, tu peux pas appliquer les mêmes recettes copier-coller. Tu peux pas créer full automatisation, productiser ton service dès le démarrage, mettre de l'automatisation, recruter, etc. Ça ne marche pas comme ça. Autre J'ai point vu aussi, ce ça. qui est Pardon, important pardon. d'avoir, c'est Vas-y, vas-y. non, non, mais je t'en prie, c'est que en théorie, un freelance peut être rentable dès le premier mois. C'est-à-dire que dès ta première mission, dès ta première signature de client, euh, tu es rentable ou alors il y a un problème. Mais Ouais. normalement, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent là-dessus. Là où un entrepreneur, si par exemple on prend les startups, ben, elles investissent beaucoup, il y a des briques technologiques, on recrute des gens, on va lever des fonds, etc. Il y a plein de boîtes qui ont levé des centaines de millions d'euros et qui sont toujours pas rentables. C'est pas le même, encore une fois, c'est pas le même business model. Le business model d'un freelance, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à comprendre. Tu factures, tu marches dessus, tu gagnes de l'argent rapidement et tu augmentes au fur et à mesure comme ça en fait. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et donc, tu peux pas avoir tu peux pas avoir la même approche auprès de tes clients, le même discours commercial. C'est pas la même chose. Et donc, c'est pour ça que moi, je différencie les deux. Ça ne veut pas dire que quand tu es freelance, tu es bloqué tout seul et qu'à un moment, tu ne peux pas évoluer. Mais au démarrage, c'est pour ça que je dis que c'est important de différencier vraiment le freelance d'un entrepreneur au démarrage sur ta première année globalement. Canon. J'ai encore deux questions pour toi, Alexis. Deux questions. Cette question, alors c'est page 220, la conversation sur le temps passé sur une mission. Comment est-ce qu'on Hmm. a cette conversation avec soi-même? Comment ne pas craquer et comment ne pas baisser ses tarifs? Ça, c'est vraiment une question. Quand on est copywriter, les clients viennent nous voir et on annonce nos tarifs et ils sont là, c'est trop cher. Comment tu fais pour ne pas baisser complètement tes tarifs? Déjà, encore une fois, je pense qu'il y a un vrai sujet de perception et de crédibilité. Euh, C'est-à-dire qu'avant même d'annoncer des gros tarifs, il faut être au clair aussi sur déjà notre valeur à nous, et de manière très honnête et très pragmatique. Moi, je vois beaucoup de freelances qui me disent au démarrage, je vais être à 500 jours, je veux prendre mon vendredi off parce qu'en fait, j'ai envie de travailler que 4 jours semaine. Oui, c'est très bien, mais peut-être qu'au début, il faut peut-être pas être trop prince, trop princesse, et peut-être se dire, OK, en fait, au début, il faut que je prenne un maximum il faut que je prenne du knowledge, il faut que je prenne des compétences, il faut que je prenne de la confiance, il faut que je prenne de la crédibilité, il faut que je gagne en réputation. Donc peut-être qu'au début, je vais accepter aussi des missions qui sont peut-être moins sympas, moins sexy, peut-être un peu plus compliquées, avec des tarifs un peu moins élevés, mais c'est pas grave parce que ça va me permettre de me former. Je vais récupérer de la data sur le Bien temps que je sûr. passe, sur la manière dont je communique avec le client, comment est-ce que j'aurais pu améliorer ça, etc. Et donc, au fur et à mesure, tu vas en fait accumuler de la data et tu vas, tu vois, tu vas te roder, tu vas te performer. Un peu comme en F1, tu vois. En F1, ils font plein d'essais, il y a plein de capteurs dans tous les sens. Tu as des gens qui sont en lien et qui essaient d'optimiser la voiture pour que quand tu es en course et que tu es, je te dirais, dans ta phase d'accélération, tout se passe bien parce que en fait, tu as tout optimisé avant, tu sais combien de temps tu passes sur tel et tel projet, sur telle étape de ta mission. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, quand un client te répond c'est trop cher, en fait, il faut lui demander c'est trop cher déjà par rapport à quoi? Est-ce que c'est trop cher par rapport au budget que j'avais? Est-ce que c'est trop cher par rapport aux autres indépendants
aux agences avec qui vous discutez. Et en fait, tu te rends compte que généralement, c'est jamais vraiment trop cher. Lui il voit ça comme un coût, sauf que ton prix, en fait, c'est le coût effectivement de la mission, mais c'est aussi la valeur que tu vas lui délivrer. Bien sûr. Sur la partie copywriting, je te prends un exemple ultra concret que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai signé une cliente qui vend de la formation pour plutôt des avocats. Euh, En fait, c'est très simple de dire, voilà aujourd'hui combien tu gagnes, voilà aujourd'hui ta performance sur tes pages, sur tes séquences email. Si on améliore ne serait-ce que de X% euh, ce qu'on va faire, et pourquoi? Parce que je suis assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir l'améliorer parce que j'ai vu ça, ça et ça et ça, qu'on va pouvoir améliorer de telle et telle manière. Derrière la projection, voilà combien potentiellement, encore une fois, c'est une hypothèse, mais voilà potentiellement combien ça va pouvoir te rapporter. Et quand tu mets le retour sur investissement, encore une fois, hypothétique par rapport Bien au sûr. coût de la mission, tu te rends compte que la discussion n'est plus vraiment la même. La discussion n'est plus vraiment sur le prix, mais de savoir, OK, est-ce qu'on prend tout le projet ou pas, à quelle échelle de temps on fait ça, etc. Moi, souvent, ce que je fais aussi, quand les clients me disent, t'es trop cher, je ne m'attendais pas à ce prix-là, et ben, ce que je fais, c'est que je réduis pas mon prix, mais je réduis le périmètre de la mission. Tu me dis que c'est trop cher, pas de problème. On démarre sur un petit projet. Comme ça, tu vois comment je travaille. Moi, je vois aussi si, de mon côté, en fait, je prends du plaisir aussi à bosser avec toi en tant que client. On voit déjà ce que ça donne sur un petit projet. On ne prend pas beaucoup de risques. Et ensuite, on voit si on continue de bosser ensemble. Généralement, ça aussi, ça fonctionne bien, selon bien sûr les besoins du client. Mais ça, c'est des sujets que tu peux mettre, en valeur. Mais cette question de on est trop cher par rapport à quoi, elle est extrêmement intéressante parce que tu as souvent des très bons retours et tu laisses un petit peu de blanc et tu vois le client, le prospect, te répondre, bafouiller un petit peu. Et il va te dire, oui, parfois, tu es trop cher par rapport à d'autres freelances. Et tu leur dis, OK, bossez avec d'autres freelances. Moi, j'avais ça à l'époque où j'étais plutôt rédacteur, je faisais du contenu. Et bien, j'étais pas du tout compétitif. Moi, je facturais quasiment parfois 5 à 10 fois plus cher un article. On me disait, mais ouais, mais t'es plus cher que ce que je trouve sur les plateformes ou à Madagascar. Je lui dis, bosse avec ces Vas-y, gens-là. vas-y. Si tu fais appel à moi et si on est en train de discuter, c'est que potentiellement, tu n'es pas satisfait du travail que tu avais à ce prix-là. Donc, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a une question aussi de perception. Je pense qu'il ne faut pas se brader, sauf si on a vraiment besoin de clients au démarrage. Euh, et même ça, il ne faut pas se brader. Il faut peut-être renégocier le périmètre du projet. Mais c'est aussi une question, en fait, il faut être OK pour se dire, OK, c'est pas grave, ce client-là, ça passe pas, ça passera avec un prochain, tu vois. Il y a un point important là que tu viens de souligner dans tout ce que tu as dit, effectivement, c'était cette notion de recadrage pour moi, vraiment, hein, de OK, bien, on va pas parler de ça, on va parler plutôt de ça. Tu vois, plutôt que de dire le prix, le coût, on va comparer par rapport au retour sur investissement. Et deuxième point, dans les fameuses stratégies d'influence et de techniques de persuasion, ce que tu viens de dire qui était très fort aussi, c'est, et là, vous vous taisez. Et tu laisses le client bafouiller un petit peu. Le silence, c'est ultra important dans vos négociations. Pensez-y toujours. J'ai une dernière question, Alexis. Pour les débutants, au tout début, page 250, comment on fait les débuts quand on n'a aucune référence client, quand on n'a rien à montrer? Comment faire pour convaincre un client de signer au démarrage? Il y a plein, plein de choses. Déjà, tu n'as jamais zéro expérience. Enfin, je veux dire, tu as toujours des expériences qui sont potentiellement pas forcément corrélées à ce que tu vends, mais tu as toujours eu des projets, que ce soit quand tu étais dans tes études, quand tu étais salarié, tu as toujours fait des choses. Donc déjà, tu pars pas de zéro et c'est important de parfois, inconsciemment, tu n'y penses pas, mais te poser, te dire, OK, j'ouvre un Google Doc et je me dis, OK, je reprends toutes mes expériences, tous mes projets, mes associations, quoi que ce soit, et j'essaie de lister tout ce que j'ai fait dans ces projets-là, combien de temps ça m'a pris, c'était quoi un peu les résultats, avec qui j'ai travaillé, est-ce que j'étais seul, etc. Ensuite, effectivement, quand tu démarres, oui, c'est difficile de concurrencer la légitimité de quelqu'un qui a déjà 5 ans dans le métier. Mais du coup, en fait, tu ne vends pas la même chose à tes clients. Tu lui vends aussi parfois un démarrage, donc tu as aussi potentiellement des prix plus accessibles. Et je pense que quand tu n'as rien à montrer, c'est que tu n'as pas fait le job de bosser sur des projets potentiellement factices avant. Moi, si je devais reprendre la partie copywriting aujourd'hui, je me formerais bien évidemment, mais ensuite, en fait, je ferais plein de projets fake, tu vois. Oui, bien Je sûr. prendrais des pages
Si je suis chez des infopreneurs, bah, je prendrai des pages de vente et j'essaierai de les analyser, de comprendre un peu comment était la structure. Je prendrai des pages de produits tech, de startups. Je regarderai un peu comment est-ce que sont faits les blocs. Je ferai presque des vidéos que j'enverrai à ces boîtes-là en disant, là, tu pourrais améliorer ça, ça, ça. Voilà, c'est cadeau. Si jamais tu veux qu'on en discute, on en discute. En fait, je ferai des projets, je montrerai que bah, je sais de quoi je parle. C'est ça la grosse problématique, et je le vois avec plein de copywriters. En fait, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de copywriters, mais moi, j'ai du mal à te citer 5 copywriters en qui j'ai totalement confiance pour leur filer des projets. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des gens attendent en fait que l'émission arrive. Je me suis formé chez XYZ, et en gros, il se passe rien. Euh, En fait, un bon copywriter déjà montre qu'il en a envie, qu'il sait vendre, qu'il sait aller chercher des missions, des projets, qu'il sait tester des choses, qu'il a une capacité d'analyser. Et en fait, il faut montrer que bah, tu es capable, tu connais les frameworks de base, tu sais analyser une page, tu comprends un peu ce qui fonctionne. J'expliquerai un peu ma méthodologie. Bref, tout ça, en fait, tu as beau ne pas avoir de mission, c'est des projets sur lesquels tu vas pouvoir partager avec tes prospects, même au démarrage, en fait. Bien sûr, donc ouais, démarrer rapidement. Ça, c'est une des questions que je reçois le plus souvent ici sur la chaîne Les mots magiques. Comment démarrer? Qu'est-ce que je montre? Comment je fais signer? Écrivez, écrivez, lancez-vous sur Medium, comme l'a dit Alexis, lancez votre propre blog, écrivez quelque part, faites des fausses pages de vente, faites des faux entonnoirs de vente, mais faites des choses, quoi. Ne Et, restez pas là à et, attendre que ça sorte, qu'on vienne vous Exemple chercher. très concret. Exemple très concret. Si des gens nous écoutent et veulent se lancer en copywriting, vous lisez Freelance Aventure dont vous êtes l'héros, vous lisez le livre de Selim et vous faites une page de vente. Vous vous dites, OK, comment est-ce que moi je vendrais ce livre-là sur Internet? Comment est-ce que je crée une page? En fait, c'est déjà un cas. C'est déjà un cas. Vous avez déjà des trucs à montrer. Et oui, ça va prendre du temps au début, de comprendre comment est-ce que je peux avoir une bonne structure. Et en plus, vous avez lu le livre, donc vous connaissez le produit, etc. Voilà, typiquement, là, vous avez déjà 2 use cases que vous pouvez utiliser derrière. Tu vois, typiquement, Exactement. alors Non, oui, non, ça mais prend c'est du ça. temps. Oui, tu gagnes pas forcément d'argent directement, mais c'est juste, en fait, c'est un jeu long terme. C'est pour ça que je te disais 1 an en fait en freelance, parce que bah, parfois c'est plus long pour d'autres qui n'ont pas des compétences, qui doivent se former. Mais en 1 an, enfin, je veux dire, on peut faire un nombre de projets incalculable, parfois des projets gratuits aussi. Euh, Enfin, c'est possible, tu vois. Canon. Alexis, vraiment, merci beaucoup pour cette interview. J'ai envie de te donner le mot de la fin. La conclusion, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu veux que tes lecteurs retiennent? C'est pour qui? Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure cette interview? Le livre, je l'ai vraiment imaginé pour des personnes qui sont globalement entre 0 et 2 ans d'activité en freelance, qui ont potentiellement déjà des compétences à vendre, des compétences métiers, mais qui n'ont pas forcément tous les clés business, les clés de lecture business pour se lancer en freelance. L'idée du livre, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Il y a de la méthode, il y a des exercices, il y a du retour d'expérience ultra concret pour justement, si vous suivez le livre, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut retenir 2 choses. La première chose, et on en a parlé, c'est n'oubliez pas de kiffer. N'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans cette aventure, dans le freelancing. Et puis la deuxième chose, j'ai envie de terminer là-dessus, c'est pas grave. C'est pas grave si ça fonctionne pas toujours. C'est pas grave si on se plante sur un projet client. C'est pas grave si on met plus de temps que d'autres à gagner le chiffre d'affaires qu'on s'est fixé. C'est pas grave. On a 40 ans devant nous, si on est jeune, peut-être un peu moins pour Selim sur la vie professionnelle, mais il y a du temps. Je veux dire, il y a du temps pour tester plein de trucs, et donc c'est pas grave de prendre plus de temps ou parfois de rater. Superbe conclusion, voilà. Alexis qui vient de me traiter de vieux, mais il a complètement Pas raison. du tout, pas du Lisez-le tout. vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, parce que, alors, d'une, il se lit vite, il est simple. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les petits schémas dessinés à la main par Alexis, probablement. Tu les as fait toi-même, ouais, les schémas? Tu as ce skill-là? Alors, j'aimerais bien te dire que oui, mais j'ai fait des maquettes et on a travaillé avec un graphiste qui a fait tous ces schémas-là, ouais.
C'est parfait, ouais, moi aussi, mon éditeur m'a refusé quelques schémas que j'ai fait moi-même à la main. Va savoir pourquoi, c'était pas très beau. Un grand merci à vous d'avoir suivi l'interview. Si elle vous a été utile, vous laissez un pouce en l'air, vous laissez des commentaires, vous posez vos questions à Alexis ou vos questions pour moi dans les commentaires sous la vidéo. Vous n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne, vous qu'est-ce que vous faites encore? Ouais, si vous avez kiffé, partagez aussi avec votre maman qui veut se lancer, avec vos collègues qui ont envie de se reconvertir, avec votre fils, votre fille qui est étudiant dans le marketing, dans la com et qui veut se lancer en freelance. C'est vraiment un super bouquin, donc allez-y les yeux fermés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview d'auteur ultra inspirant et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.